Donc bonjour, aujourd'hui on va faire une petite vidéo parce que de nombreux élèves m'ont écrit pour avoir plus d'informations sur cette épidémie qui vient d'arriver en Colombie et qui fait peur à plein de monde. Donc au lieu d'écouter les fake news sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous apporter des informations plus scientifiques. Donc on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'un virus, ensuite on expliquera qu'est-ce que c'est que la famille des coronavirus, on expliquera comment les virus se multiplient dans les cellules d'un organisme et pourquoi ils nous rendent malades. Ensuite, on verra pourquoi le confinement ou l'isolement obligatoire décrété par le gouvernement colombien est une très bonne mesure pour éviter une catastrophe sanitaire en Colombie. Et enfin, on expliquera comment la maladie peut disparaître de Colombie. Parce qu'il faut bien qu'elle disparaisse un jour et comment ça marche. Donc, pour commencer, je vous présente donc le coronavirus. Ce coronavirus, il fait partie de la famille donc des virus. Très souvent, on ne les a pas considérés comme des êtres vivants, parce que pour être un être vivant, normalement, il faut être capable de se reproduire. Or, les virus en sont incapables sans une cellule hôte. Ils doivent infecter une cellule hôte, monopoliser l'information génétique de cette cellule, utiliser son métabolisme pour pouvoir se multiplier. Les virus, donc, il y en a de toutes sortes. Il y a le virus du sida, qui a longtemps été le plus connu, le HIV, mais il y a le virus de l'hépatite B, le virus de l'Ebola, qui sévit souvent en Afrique, le virus de la grippe, des ADN virus qui sont responsables d'infections diverses, et puis par exemple les bactériophages, qui sont des virus qui s'attaquent aux bactéries. Donc on voit que la famille des virus, elle est très grande. Cependant, les virus, donc dans cette famille, nous avons les coronavirus. Donc ces coronavirus, ils sont souvent responsables de rhume banal. Il en existe des centaines qui sont tous différents. Ils ont un peu tous une forme arrondie, avec ici plein de récepteurs protéiques ou de protéines à leur surface, mais depuis quelques années, certains d'entre eux deviennent plus dangereux que d'autres pour les hommes. Donc on a eu le H1N1 par exemple, et puis le fameux SRAS, le syndrome respiratoire aigu, qui a causé quelques problèmes en Asie il y a déjà 5 ou 6 ans. Donc voici le virus de la grippe, voici le virus du SRAS. Ces deux virus, ils fonctionnent toujours de la même façon. Ils ont une capsule protéique qui renferme à leur intérieur une information génétique. Les virus sont capables de s'accrocher à leurs cellules hôtes pour transmettre cette information génétique, prendre le contrôle. Donc voici comment ça marche. Donc un virus rentre dans notre organisme. Donc pour le cas du coronavirus, il va rentrer grâce à des gouttelettes de salive que vont expulser les gens malades en toussant, en parlant, ou au contact des mains, lorsque les gens malades se touchent le visage et se touchent la bouche avec leurs mains, ils vont mettre des virus sur leurs mains, et ensuite, en vous serrant la main ou en vous touchant, ils vont vous contaminer. Si vous avez des virus sur les mains, en vous touchant le visage, vous allez aussi le faire pénétrer soit par les yeux et les glandes lacrymales, soit par le nez, soit par la bouche. Lorsque le virus rentre dans nos voies respiratoires, que fait-il? Il va s'accrocher aux cellules cibles, donc à nos cellules alvéoles pulmonaires, et il va faire rentrer son information génétique dans la cellule. Lorsque l'information génétique est rentrée dans la cellule, elle va s'intégrer aux chromosomes de nos propres cellules. Et l'information génétique du virus prend entre guillemets le contrôle de la cellule et oblige la cellule infectée à fabriquer des millions de nouveaux virus qui vont être libérés et qui vont à leur tour attaquer de nouvelles cellules. Donc, pour que cela fonctionne, les virus doivent être capables de s'accrocher, comme on le voit ici. Donc ici, c'est le virus SRAS. Il doit être capable de s'accrocher à une cellule cible pour infecter cette cellule et lui injecter son information génétique. Les seuls médicaments qui existent contre les virus, ils sont très peu nombreux, ce sont des médicaments qui vont bloquer le virus à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le virus de s'accrocher à sa cellule cible. Donc quelques exemples de médicaments, la chloroquine, l'interféron ou le Tamiflu, mais aujourd'hui, il n'existe aucun médicament capable d'empêcher le coronavirus de nous infecter. Donc la voie des médicaments, même si de recherches actives sont menées, pour l'instant n'est pas possible. La deuxième façon de se protéger, c'est de fabriquer un vaccin. Or, pour fabriquer un vaccin, même si l'Institut Pasteur travaille 24 heures sur 24 sur cela, il va nous falloir au minimum un an et demi. Quel est le principe d'un vaccin? C'est de nous injecter des molécules ou des protéines du coronavirus pour que notre organisme le reconnaisse, fabrique ce qui est en bleu ici, des millions d'anticorps anti-coronavirus,
Et donc, si jamais le coronavirus rentre dans notre organisme, tous ces anticorps vont l'attaquer et le détruire. En absence de vaccin, la seule façon de faire disparaître ce virus, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est-à-dire que la majorité de la population doit s'infecter par le virus, car une fois qu'on a été infecté, on ne peut plus être infecté une deuxième fois, car quand on a appris à connaître le virus, on possède tous ces anticorps qui vont être capables de le détruire en cas de deuxième infection. Lorsque 70% de la population a été infectée, le virus a beaucoup de mal à trouver de nouvelles personnes qui n'ont jamais été infectées pour se propager et donc il va petit à petit disparaître de la population. Alors l'immunité collective, c'est ce qu'a décidé d'utiliser la Hollande. La Hollande, pour l'instant, ne fait aucune prévention contre ce virus et préfère que tout le monde se contamine. Donc on peut voir cette simulation. J'ai créé en vert des personnes saines. J'ai dit sur le petit logiciel que ces personnes saines devaient se déplacer sans aucune restriction et que j'en ai mis 150 dans mon environnement. Et puis, il y a une personne malade qui est en rouge ici. Cette personne malade aussi, je ne l'empêche pas de se déplacer et on va lui donner. Et enfin, les personnes guéries. Pour devenir une personne guérie, je dois être malade un certain temps avant de guérir. Et puis, j'ai mis deux règles. Une première règle, c'est la contamination, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne saine rencontre une personne malade, je vais obtenir deux personnes malades. La deuxième règle, c'est la guérison. Au bout d'une personne malade va vivre 700 tours dans ma modélisation avant de guérir. Donc que se passe-t-il dans le cas de la Hollande, par exemple? Dans le cas de la Hollande, c'est que il laisse les individus de la société se déplacer librement. Le virus contamine assez rapidement toute la population. Et puis, une fois que toute la population a été contaminée, les gens commencent à guérir. Et une fois que toute la population sera guérie, en fait, cette population sera immunisée contre le virus. Donc on voit que cette stratégie, elle est factible. Le seul problème de cette stratégie, c'est qu'on voit qu'on a ici un pic très élevé de personnes malades. Les 150 personnes de la population peuvent être malades toutes en même temps. Or, si je ne possède que 30 lits, je vais avoir toute cette catégorie de population qui aura besoin de soins et qui ne pourra pas être soignée. Donc cette immunité collective est très dangereuse. La Hollande la pratique aujourd'hui. Ils ont mis à l'écart toutes les personnes âgées et tous les enfants pour essayer d'éviter que les personnes à risque s'infectent et que seules les personnes qui n'ont pas beaucoup de risques s'infectent. La deuxième solution, c'est qu'au lieu de donner des personnes, c'est de limiter le déplacement. Donc, pour limiter le déplacement, je vais dire que la probabilité de déplacement des personnes, elle n'est que de 25%, ou on va dire une faible limitation, 25% pour les gens qui sont sains, et les personnes qui sont malades, on va leur donner 15% ou 10%, ils vont sortir pour aller manger, ou certaines personnes ne savent pas, mais je vais diminuer leur mobilité en isolant tous les cas que je repère. Donc, que se passe-t-il dans ce cas-là? Normalement, la propagation de la maladie va être beaucoup plus lente. Donc on voit que le virus commence à se propager dans la population, mais on voit que le pic de malades n'augmente pas aussi rapidement que dans le premier cas. D'accord? On voit que les personnes guéries arrivent, et si j'ai isolé suffisamment, je vais pouvoir limiter le pic. On voit que ici le pic a l'air d'être atteint, et j'ai environ 70 personnes, si je vois bien, j'ai besoin de mes lunettes, 60 personnes au maximum qui sont malades. Donc si j'avais une capacité de 30 lits, on voit que le nombre de personnes que je ne peux pas soigner va être beaucoup plus faible, donc je vais donc pouvoir limiter au maximum la mortalité. Quelle est donc la meilleure théorie? Celle qu'ont réalisé les Chinois. Les Chinois, ils ont dit, je suis désolé, vous ne pouvez plus bouger. Donc ils ont déplacé au maximum le déplacement des personnes saines et au maximum le déplacement des personnes malades. Donc on va mettre 10 aussi, d'accord? Et quand je fais ce modèle-là, je m'aperçois que normalement, ma capacité hospitalière ne sera pas dépassée parce que le nombre de malades sera toujours inférieur au nombre de lits disponibles. Donc les personnes malades, même s'ils arrivent dans un état grave, ils auront un lit d'hôpital pour les accueillir. A priori, ils seront soignés dans de bonnes conditions, ce qui permettra d'avoir une mortalité très faible.
C'est ce qui se passe en Corée du Sud, c'est ce qui se passe pour l'instant en Grèce, c'est ce qui se passe dans certains pays. Donc vous voyez l'importance pour la Colombie, qui a un réseau hospitalier fragile, de bien respecter les règles de confinement. Car plus les individus sont confinés, moins ils bougent dans la ville et plus la contamination sera lente. L'idée, c'est que toute la population se contamine, mais doucement, pour que les individus malades aient de la place à l'hôpital pour être soignés. Donc j'espère que cette information aura été utile, hein. Là, on voit très bien l'évolution, hein. J'ai au maximum 40 malades en même temps, donc ma capacité hospitalière va pouvoir va pouvoir répondre à l'arrivée des malades. Voilà, en vous remerciant de votre attention.